Le sujet, c'est l'Occident pour les jeunes aujourd'hui. Et il est certain que quand on jette un regard sur cette salle, on se rend compte que la moyenne d'âge est relativement élevée pour des raisons diverses qui sont faciles à comprendre. Aujourd'hui, il y a malheureusement des coupures, j'allais dire des strates dans la population avec des... et je pense que la scolarisation est pour beaucoup dans la difficulté qu'ont les générations à se comprendre de l'une à l'autre. Et je fais cette réflexion, alors c'est suite à la venue chez moi d'un cousin, d'un vieux cousin, et qui était allé... Alors, il se trouve que ma femme a fait l'école à la maison, si vous voulez, donc les enfants, jusqu'au lycée, n'ont pas connu le système scolaire avec des classes où tout le monde est groupé par tranche d'âge. Et ce cousin était surpris, il m'a dit « mais c'est étonnant, les enfants viennent me voir, parlent avec moi, etc. » Alors que quand je vais souvent dans des familles, les enfants sont entre eux et n'ont pas l'idée de parler avec les adultes. Alors, justement, donc nous sommes maintenant dans une société avec énormément de catégories, avec une volonté j'allais presque de séparer les jeunes des autres. Enfin, il y a le jeunisme, c'est-à-dire que les vieux veulent paraître jeunes, les jeunes veulent disposer de tout ce que les vieux ont coutume d'avoir. Et dans ce contexte, donc, il était intéressant de demander à Virginie Wotam. Alors, avant d'en venir aux questions, peut-être pouvez-vous vous présenter très, très simplement, et puis nous procéderons aux questions après. Très bien. Merci à vous. Alors, je m'appelle donc Virginie Wotam, et depuis 2 ans, je réalise des vidéos sur une plateforme internet qui se nomme YouTube. Mon objectif avec ces vidéos, c'est d'expliquer, de décortiquer et de rendre ces explications accessibles au plus grand nombre. La pensée révolutionnaire qui imprègne les institutions politiques, médiatiques et également catholiques, donc, qui est responsable de la perversion des esprits et notamment de la déchristianisation de la France, à mon sens. Donc je traite de sujets d'actualité que je relis d'un point de vue relecture à l'aune de la philosophie réaliste, de mon cheminement spirituel catholique qui n'est pas terminé, puisque peut-être devrais-je préciser que l'une de mes spécificités est le fait que je provienne d'une famille dite de gauche et que je n'ai reçu aucune éducation religieuse. J'ai été baptisée très récemment. Et voilà, j'essaye de rendre aux jeunes, principalement de ma génération, qui utilisent énormément les réseaux sociaux et le média Internet pour s'informer de nos jours, le goût de l'histoire de France, le goût de la vérité, le goût du catholicisme aussi, puisque nous sommes nombreux à avoir eu une formation très incomplète, lacunaire, à ressentir un manque, à rechercher ce qu'on peut appeler communément un sens à notre vie et sens que l'on peut trouver justement dans le catholicisme. Alors justement, il y a une chose très, très intéressante dans ce parcours, c'est que vous êtes issu d'une famille qui n'était pas du tout motivée par la religion, et j'ai cru comprendre que c'est justement les programmes de l'enseignement secondaire français dans lesquels vous avez découvert l'intérêt du christianisme. Alors ça, c'est très intéressant. Effectivement. Je n'avais jamais entendu, pour vous situer un tout petit peu le contexte, parler de la Bible ou parler de Jésus à peu près jusqu'à l'âge de 14 ans quand même. C'est par la littérature, paradoxalement, la littérature, les grands classiques français et plutôt du siècle des Lumières ou du 19e siècle, que j'en suis venue à éprouver une fascination inexplicable pour tout l'univers religieux, chrétien, catholique, en tout cas parce que je ne comprenais pas l'idéologie qui était distillée, par exemple, dans des ouvrages tels que La religieuse de Diderot ou La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Donc des ouvrages qui, je croyais, m'imprégnaient de la morale de la vertu. J'aimais beaucoup les auteurs des Lumières, parce que, je ne sais comment expliquer, cette droiture que je pensais percevoir à l'époque, peut-être en contraste avec l'enseignement et la société moderne, m'attirait profondément et j'étais fascinée par le rapport que des protagonistes, même de fiction, pouvaient avoir avec l'existence de Dieu, me posant moi-même des questions.
Donc c'est vraiment le diable qui porte pierre. Et ça me rappelle une situation un peu analogue en Union soviétique. Si vous voulez, quelqu'un a découvert la Bible. Alors évidemment, il n'y avait que des cours d'athéisme, mais dans ces cours, il y avait des citations de la Bible qu'on critiquait. Alors il a découpé toutes ces citations et il s'est fait une sorte de compendium des vérités chrétiennes à partir de la documentation athée qu'on lui imposait. Donc, et par certains côtés, nous sommes sur le plan intellectuel dans une situation analogue à la dissidence aux dissidents soviétiques de l'époque communiste en Russie, puisque là, il y a une propagande permanente du système qui contrôle pratiquement tous les grands médias, et malgré tout, il y a une sous-population qui résiste. Et là, nous faisons partie de cette population, mais il est sympathique de voir que nous sommes rejoints par des gens tels que Virginie Gotha. Alors, le thème général du colloque, c'était l'Occident. Et justement, dans cette école de la République, dans laquelle il y a malgré tout des allusions à l'existence de religieux, à la pensée religieuse, alors que dit-on de l'Occident? Est-ce que globalement, parce qu'au fond l'Occident on peut y mettre tout ce qu'on veut, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, et quel est là-dedans ce qu'on en retire quand on est dans le cadre de la propagande scolaire? J'ai obtenu mon baccalauréat section littéraire en 2005 pour vous situer toujours le contexte, puisque depuis il y a eu de nombreuses réformes des programmes scolaires, les réformes du collège, et des réformes qui vont entrer en vigueur cette année, en septembre, dans les programmes d'histoire et de géographie, et qui justement concernent la perception de l'Occident qui va être inculquée aux jeunes. Alors de mon époque, on va dire, on ne nous apprenait que des données déjà purement géographiques sur l'Occident, à savoir bien entendu les échanges, la triade. Et l'accent était mis dans les programmes d'histoire comme de géographie sur, je cite, une expression que l'on retrouve dans les manuels scolaires, la domination de l'Occident sur les autres continents et dans le monde. Domination qui s'effectuait toujours à travers la colonisation, à travers l'esclavagisme, les conquistadors, par exemple. Donc, il y avait, par exemple, tout un chapitre du programme en 4e et en 5e où on étudiait ce qu'est une société coloniale. Et aujourd'hui, dans le cadre de la réforme qui porte sur l'enseignement des collèges et des lycées, c'est tout un pan du programme qui est exclusivement consacré à la traite négrière et à l'esclavagisme dont l'Occident a fait preuve en tout cas, dans les siècles passés. Donc, en tant que jeunes, déjà, on ne nous inculque pas ce qu'était l'Occident, son héritage gréco-latin, son héritage classique. On nous inculque plutôt les mauvais côtés de l'Occident. Le fait que nous soyons privilégiés comparé à d'autres sociétés, notamment sur le continent africain, d'autres civilisations qui sont, je le précise, petite parenthèse, qui sont aujourd'hui au programme. On doit étudier une civilisation africaine, comme par exemple la civilisation malienne, dans le programme d'histoire-géographie, ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai fait mes classes en 2005. Donc on en retire un sentiment de culpabilisation finalement d'être occidental, puisque sans avoir reçu justement les richesses de l'héritage gréco-latin, de l'héritage culturel et spirituel et historique aussi de l'Occident, on n'en voit que les méfaits, on nous apprend que les méfaits. Et je crois qu'inconsciemment on intègre très vite l'idée qu'on a une dette envers le continent africain pour toutes les horreurs que l'Occident a perpétrées par le passé. Finalement, il y a une analogie. On parlait tout de suite d'imitude des hommes politiques français avec Annie Laurent, les hommes politiques qui vont au-devant des revendications et qui s'écrasent et qui sont d'une complaisance irresponsable. Et finalement, on retrouve la même chose, mais certainement avec des motivations différentes, parce que là, quand on est dans les programmes scolaires, ça ne sont plus les hommes politiques qui inspirent les choses, c'est vraiment une machine culturelle beaucoup plus large, mais qui malgré tout vous a permis de trouver la vérité, ce qui prouve que
chacun reçoit au moment voulu les grâces qu'il lui fallait recevoir. Oui. Et finalement, quel que soit le contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de sanction complètement désespérée. Alors, dans les conférenciers que nous avons eus hier, Maxence Écart, à propos de l'Occident, a insisté sur sur la liberté, sur l'autonomie, alors évidemment, il a pris l'Occident au sens de l'Occident des Lumières, donc c'est l'Occident qui vous a révélé, qui vous a plu, Caroline. Et évidemment, il dit la grande erreur, c'est de considérer que la liberté, c'est la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, quand on a un certain recul dans la vie, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère qu'on est dans une société de moins en moins libre, de plus en plus contrainte, dans laquelle il y a de plus en plus de règles, de plus en plus de normes, de plus en plus de choses à respecter, ne serait-ce que, par exemple, la conduite automobile, qui fut pour moi un plaisir, aujourd'hui est une corvée, parce qu'on est constamment environné de radars. Et donc on a la théorie selon laquelle nous sommes une société libre. Alors elle est vraie sur le plan moral, mais elle n'est pas du tout vraie sur le plan de ce que nous pouvons faire tous les jours. Alors comment est-ce que vous ressentez est-ce que vous considérez que nous sommes dans une société de liberté ou est-ce que ou non? Alors, je me souviens pour remonter à mon adolescence, donc, où je n'avais pas le même paradigme, la même perception de la vie, de la société qu'aujourd'hui, que je me posais énormément de questions sur la liberté, parce que c'est quelque chose effectivement que l'on nous enseigne dès le plus jeune âge comme un droit fondamental et un petit peu finalement la fin en soi, le centre de notre vie. Or, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'était vraiment la liberté, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui malheureusement, à savoir que on semble tomber, quand on n'a pas conscience de cela, dans une espèce de quête perpétuelle de recherche du bonheur que l'on ne trouve pas, et on a le sentiment de se retourner dans sa vie comme un insomniaque se retournerait dans son lit à la recherche constamment d'une raison d'être, du sens de sa vie, de ce que l'on peut faire, de qui l'on est, d'où l'on vient et bien entendu d'où l'on va. Et on nous présente une image de la liberté dans le sens où aujourd'hui nous pourrions être ce que nous voulions être sans plus aucun déterminisme, sans plus aucune entrave, sans plus aucun obstacle. Tout nous serait possible, et notamment par opposition à des schémas traditionnels tels que la famille ou le couple qui doit être déconstruit dans sa formation catholique et naturelle en fait. Donc cette question de liberté elle est complexe parce que au départ, on pense justement jouir de cette liberté sans savoir quoi en faire, sans être capable de se déterminer. Et je pense qu'avec du recul et beaucoup d'introspection, on peut arriver à la conclusion qu'en réalité, on ne possède pas les outils pour se déterminer, pour se connaître, pour se comprendre, pour savoir qui l'on est, d'où l'on va et où l'on vient. Et que la liberté, le sens de la liberté qu'on nous inculque, à savoir faire ce que l'on veut, est complètement erroné, voire perverti, puisque l'on ne sait pas ce que l'on veut et on ne sait pas donc ce que l'on veut faire et qui l'on veut être. Et c'est une question qui, à mon sens, provoque beaucoup de problèmes psychologiques ou beaucoup de problèmes chez les jeunes pour trouver leur voie, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit tout simplement catholique ou pour fonder une famille. Et donc, quant à la liberté, je ressens ce que Dominique Tasso décrit, bien entendu, grâce à ce recul et cette introspection, puisque on dirait une perversion de l'ordre naturel. Les injonctions se sont inversées, et aujourd'hui, nous sommes qualifiés de réactionnaires, d'intégristes, si nous voulons toujours perpétuer, conserver et vivre dans nos traditions naturelles, comme par exemple fonder une famille, se marier, avoir des enfants, chose qui est fustigée au profit de notions tout à fait nouvelles telles que, je cite, le polyamour par exemple, ou le libertinage de manière générale. Donc, paradoxalement, en tant que jeunes, on nous inculque l'idée qu'il y aurait une liberté absolue, illimitée, qui ferait de nous nos propres dieux dans notre vie, mais alors qu'en réalité, nous constatons qu'il y a une absence totale de repères pour nous déterminer, pour savoir vraiment qui l'on est et ce que l'on veut. De par mon cheminement catholique, qui est loin d'être terminé encore, je commence à comprendre que la liberté, c'est justement, c'est la vérité.
c'est chercher la vérité, c'est la trouver autant que possible, et c'est le travail de toute une vie. Alors là, justement, vous êtes en opposition avec le mythe à chacun sa vérité. Donc vous retrouvez la notion de vérité absolue. Alors comment ce cheminement vers l'idée d'une vérité qui existe indépendamment de nous vous est arrivé? Donc, dès la fin de l'adolescence, une question qui m'a toujours hantée au plus profond, c'est quel est le sens de la vie, quelle est ma raison d'être, pourquoi vivre. Et c'est à partir de là que, grâce à des rencontres que Dieu a mises sur mon chemin, j'ai eu connaissance de la Bible et j'ai pu lire le Nouveau Testament notamment. Et j'ai réalisé que ce que je lisais, ce qui était prôné, ces valeurs, cette façon de vivre, correspondait à ce que j'avais naturellement intérieurement, ce en quoi je croyais. Par exemple, je me suis toujours opposée, psychologiquement du moins, au féminisme, parce qu'il me semble que le féminisme divise l'homme et la femme et nous arrache en tant que femme à notre rôle naturel, à notre essence. Et j'ai retrouvé dans la Bible une juste mesure, un équilibre, ce qui me semblait être profondément adapté à ma propre nature. C'est un cheminement donc, qui a eu lieu avec de nombreuses étapes, beaucoup d'introspection, parce que j'ai l'impression que, en tant que jeune, n'ayant pas reçu la formation initiale, nous passons, en tout cas pour l'instant, puisque j'ai 31 ans, la plus claire de notre temps à essayer de lutter contre le conditionnement qui nous a été inculqué dès l'enfance et à corriger nos pensées, tout en tendant vers cette vérité sans savoir non plus où trouver les sources, parce qu'elles ne sont pas accessibles au premier abord et demandent beaucoup de recherche. D'où la nécessité de rendre ces sources, ces documents disponibles sur Internet, puisque c'est là que se trouve la nouvelle génération, et c'est grâce à Internet que mon cheminement a commencé de manière beaucoup plus probante. Alors, à propos de ce cheminement, nous parlions ce matin de l'islam, et justement, dans la jeunesse actuelle, on voit un certain nombre de jeunes qui se convertissent à l'islam. Et comment est-ce que vous interprétez leur démarche? Est-ce que ça n'est pas tout simplement le même souci de retrouver une vérité absolue, de retrouver la notion de nature des choses? Et qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Et qu'est-ce qu'il faudrait dire à ces personnes pour qu'elles aillent plus loin ou qu'ils redressent leur démarche? Je pense effectivement, j'ai la conviction que dans cette recherche de sens, et forcément cette recherche de Dieu, puisque c'est inscrit en nous, qu'on a besoin de tendre vers Dieu tout simplement, puisqu'on est créature de Dieu et que certains se trompent de voie, il me semble que une des raisons à alléguer aussi serait le fait que la République française, enfin dite française, est tellement anticléricale qu'elle fera son possible dès l'enfance pour détourner les jeunes du catholicisme. Donc peut-être que pour certains, l'islam est un substitut, une voie détournée en quelque sorte pour combler leurs besoins de spiritualité. Peut-être aussi que, étant perçue comme la religion de la minorité, et dans le langage de la République française, il faut entendre le terme minorité non pas comme la minorité numéraire, mais comme un synonyme de ce qui est oppressé. Donc ce qui forcément, dans la société moderne et progressiste, doit être, au nom de l'égalité, qui est un autre terme dit novlangue, doit être rehaussé au niveau de ce que l'on nomme les dominants, les oppresseurs, à savoir notamment le catholicisme, avec l'Ancien Régime, l'obscurantisme, etc. Tout ce qui s'oppose à la lumière, aux Lumières, pardon. Et donc, je pense que les jeunes sont plus enclins à éprouver une forme d'attirance, voire d'amitié, entre guillemets, pour la religion musulmane que la religion catholique, puisque dans le cadre de la religion catholique, par exemple, les conquistadors auraient massacré des indigènes, etc., que la religion catholique est sans cesse tachée et salie par l'école de la République. Et on a une méconnaissance du coup de la religion catholique qui n'efface pas pour autant cette soif, cette quête de vérité, ce besoin de spiritualité. Donc au fond, l'islam est un compromis intéressant. Et c'est une idée d'ailleurs que j'ai découvert chez Haeckel, qui n'est pas du tout récente. Alors Haeckel, c'est le biologiste allemand qui avait traduit Darwin en allemand. Mais Haeckel est aussi, donc c'est l'inventeur de la loi de Haeckel, vous savez, sur laquelle l'embryon passe par les différentes phases de l'évolution, qui est une loi fausse, mais qui est toujours dans les manuels, malheureusement, même aujourd'hui, malgré
enfin une étude très complète faite par un Américain nommé Richardson qui a montré que les embryons des différents animaux que Haeckel avait mis en parallèle évidemment, sont très différents de ce qu'il avait mis dans ses dessins et Haeckel avait inventé ses dessins. Mais il avait inventé aussi une religion qui s'appelle le monisme. Et c'est quand même quelqu'un qui était publié par Reinwald en France, c'est-à-dire les éditeurs rationalistes, et ça se tirait à des centaines de milliers d'exemplaires, les livres de Haeckel. Donc c'est quand même un personnage important de la fin du XIXe siècle. Et à propos de l'islam, il disait la chose suivante, au fond l'islam, il faut une religion pour le peuple. Le peuple ne peut pas avoir accès évidemment à la religion savante qui est la mienne, enfin, qui est la religion des Newton, Einstein, etc. Donc l'islam est la bonne religion pour le peuple parce qu'elle est indemne de tout anthropomorphisme. Et ça, je pense que c'est très juste, parce que alors ça rejoint tout à fait ce que disait tout à l'heure Annie Laurent, c'est que ce concept de personne qui est fondamental dans le christianisme est évacué dans l'islam, et en ce sens, on a c'est la bonne religion pour le peuple. En plus, les gens sont obéissants. Enfin, on leur apprend à obéir sans réfléchir, parce qu'il n'y a pas à réfléchir. Et donc, d'une certaine façon, il est tragique de voir cette jeune génération française qui se dirige vers l'islam. Est-ce que vous en connaissez qui ont été capables de traverser cette phase musulmane pour aller plus loin, ou est-ce que c'est une trappe de laquelle on ne ressort pas? Non, je ne connais pas, je n'ai pas dans mon entourage des personnes avec qui j'aurais pu discuter justement pour mieux comprendre leur fonctionnement, leur cheminement, qui se sont dirigés vers l'islam ou qui ont pu réussir, qui en sont ressortis. Par contre, sur Internet, j'ai déjà eu des retours suite à plusieurs vidéos de personnes qui étaient autrefois musulmanes et qui se sont converties au catholicisme, ce qui est très encourageant. Mais qui étaient plutôt musulmanes d'origine. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Alors il y a un néologisme tout à fait étonnant qu'on voit aujourd'hui apparaître, c'est la notion de racisation, enfin, le verbe raciser, qui est un peu mystérieux à mes yeux, et comme c'est une notion que vous avez rencontrée, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que ça veut dire et tout ce qu'il y a derrière surtout. Alors, la notion de raciser, c'est une notion qui est très présente, on va dire, dans l'opinion publique, enfin dans la société du moins, qui est liée à l'émergence, je pense, des réseaux sociaux et d'Internet, puisque c'est là que l'on en parle beaucoup plus encore, du moins en France, que dans la vie quotidienne. Par contre, c'est une réalité au quotidien aux États-Unis avec ce que l'on appelle les Social Justice Warriors, c'est-à-dire des groupes libéraux, gauchistes, on va dire pour résumer, qui sévissent sur les campus pour propager une idéologie libérale, progressiste. On observe un communautarisme grandissant à la fois en France comme aux États-Unis. Je pense que ce que l'on observe aux États-Unis vient de plus en plus en France, et ce dans des délais qui sont de plus en plus courts, comme par exemple la marche des fiertés ou la marche à l'occasion de laquelle Black Lives Matter, voilà, c'est un mouvement qui est importé des États-Unis, il me semble. Ce mouvement, les minorités, c'est-à-dire les populations qui se considèrent comme oppressées par l'Occident, se disent racisées, c'est-à-dire qu'elles sont victimes de racisme et elles sont racisées par les Occidentaux, c'est-à-dire qu'elles sont désignées comme noires, arabes, chinoises, asiatiques. Elles se racisent elles-mêmes d'ailleurs en communauté, et c'est quelque chose d'assez qui fait partie de la vie quotidienne aux États-Unis, en tout cas d'après ce que j'ai pu observer à l'occasion de lecture et d'un voyage, où chacun reste dans son coin, et des gangs peuvent se former notamment en périphérie des mégalopoles. Et dans ces gangs, beaucoup de jeunes sont obligés d'en faire partie, qu'ils soient blancs, noirs ou hispaniques, pour protéger leur famille ou pour sauver leur vie. Le fonctionnement dans ces gangs ne ressemble pas toujours à ce que l'on voit dans les documentaires chocs qui passent à la télévision. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus discret au quotidien. Et sachant qu'une grande partie de la population a été en prison, je crois 25% de la population américaine, ce qui est absolument énorme,
On peut considérer qu'il y a toujours eu un ou deux membres de la famille dans une famille américaine qui a fait partie, donc qui a été incarcéré et donc qui fait partie d'un gang, parce que c'est nécessaire là-bas pour survivre. En France, on n'est pas encore dans cette dynamique, mais on y vient de plus en plus, notamment avec l'influence des réseaux sociaux, où des personnes donc, se disent racisées et se regroupent entre elles, se communautarisent, soi-disant pour lutter contre la décolonisation et l'oppression des Blancs, des Occidentaux. Par exemple, on a eu un camp d'été décolonial 2 années de suite, où les Blancs étaient interdits. Ce camp d'été décolonial rassemblait des personnes qui se disent racisées, c'est-à-dire d'origine extra-européenne. Pourquoi elles sont racisées? Elles sont racisées par rapport aux Occidentaux qui refuseraient, d'après leur idéologie, eux, de se définir comme blancs, puisque, en tant que dominants, ils se considéraient comme la norme dans la société. Donc ils ne se définiraient pas comme blancs, ils se définissent comme la norme, à contrario des personnes racisées qui sont hors de cette norme, et qui déclarent ainsi qu'elles ne sont pas sur le même pied d'égalité. Donc dans ce concept de racisation, enfin, dans cette obligation de se raciser, ces minorités réclament le fait que les Blancs se reconnaissent comme race blanche, qu'ils se racisent à leur égard, enfin aussi, de manière à pouvoir reconnaître qu'ils bénéficient de privilèges, contrairement aux autres races, je cite, c'est ainsi que ces communautés parlent, pour pouvoir rétablir l'égalité en renonçant à leurs privilèges. Voilà le fond philosophique de ce concept concerne la racisation. C'est très intéressant parce que pendant 2 siècles, la République a cherché l'intégration. Évidemment, cette façon de tout raciser, de raciser les groupes, est le contraire de l'intégration. Alors, est-ce que, justement, au fond, ils n'ont pas raison? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les Blancs se racisent et qu'il y ait un communautarisme blanc qui prennent des mesures revendicatives pour se faire reconnaître, parce qu'en réalité, ce sont les Blancs qui sont poursuivis devant les tribunaux, contre lesquels on fait des lois les empêchant de s'exprimer, etc. Alors, comment est-ce que vous croyez que c'est complètement utopique? Est-ce qu'au contraire, c'est tellement dans la nature des choses que ça risque de se produire, ou est-ce que le déséquilibre numérique fait que ça ne pourra jamais marcher? Je pense que cela risque justement de se produire, mais je doute que ce soit une bonne chose dans la mesure où c'est aller dans le sens de l'idéologie de ces minorités, qui, je répète, ne sont pas forcément des minorités numériques. Minorité, c'est celui qui subit, c'est le groupe de population qui subirait une oppression de la part des dominants, ceux qui instaurent les normes sociales. Voilà. Je pense que justement, ces communautés, ces minorités vont forcer ceux qu'elles considèrent comme les dominants, les Blancs, à se communautariser à leur image, en fait, quelque part, en reprenant leur code, mais que nous resterions ainsi toujours les dominants. Donc forcément, nous resterions ainsi toujours les privilégiés, parce que nous serions d'autant plus des oppresseurs. Si en plus nous nous reconnaissons en tant que communauté blanche, en tant que race blanche, nous devons reconnaître, je pense que cela fait partie du lot dans cette philosophie, cette idéologie, nous devons reconnaître que nous aurions une dette envers les autres personnes racisées qui ne seraient pas sur le même pied d'égalité. D'un autre côté, il est urgent et nécessaire, et c'est le devoir de la nouvelle génération de droite authentique, de défendre notre héritage culturel, historique et spirituel, et forcément de défendre un Occident, de défendre une Europe, comme défendre une France qui conserve nos traditions. Et n'en déplaise à ces minorités, l'Occident et la France est un pays qui a toujours été de grande majorité blanche. Donc, Vous parlez d'héritage, et au fond, cet héritage, vous ne l'avez pas reçu en naissant. D'habitude, l'héritage, c'est ce qu'on reçoit en naissant. Et c'est pas ce qui s'est passé pour vous. Alors, comment est-ce que justement les jeunes générations vont pouvoir retrouver cet héritage que le système s'efforce de leur masquer? Je pense qu'il y a un grand espoir justement qui surgit grâce à l'avènement d'Internet, parce que Internet intéresse principalement les jeunes. Malheureusement, ça peut être déplorable lorsque l'on voit des enfants de 5 ans qui sont sur leur smartphone ou qui sont collés à leurs écrans. Mais d'un autre côté, on choisit l'information à laquelle on a accès. Et par Internet,
Pour ma part, c'est là que j'ai découvert Radio Courtoisie, et c'est en écoutant des émissions à partir de Radio Courtoisie, Boulevard Voltaire, des médias indépendants justement, que j'ai commencé à me former, que j'ai commencé ensuite à acheter de bons livres, parce que j'ai eu connaissance d'auteurs dont on n'entend absolument jamais parler dans la société ou dans les grands médias. Donc je pense que notre espoir réside sur notre présence sur Internet, à travers ces nouveaux moyens de communication et sur les réseaux sociaux, pour porter à la connaissance des jeunes générations qui sont majoritaires, je pense, l'existence d'auteurs dont nous sommes les héritiers et dont nous ignorons l'existence et dont nous devons aller chercher là l'héritage, que ce soit sous forme de conférences, de références, de livres à lire, à acheter, à transmettre, à partager. Donc, à mon sens, il va falloir créer un pont entre les anciennes générations et les nouvelles générations par le biais d'Internet. Un pont qui va permettre aux anciennes générations de transmettre leur savoir, leur droiture, leurs œuvres, l'œuvre de leur vie, et aux nouvelles générations de se former grâce à ces œuvres, grâce à ce travail, et de pouvoir à leur tour transmettre aux générations qui arrivent. Voilà, donc Internet est l'alternative actuellement disponible, dont il faut profiter, et en passant, je veux dire que le CEP a conscience de la nécessité où il est de devoir améliorer de façon importante sa présence sur ce type de média qui, évidemment, aujourd'hui est incontournable. Et au fond, l'Église les chrétiens ont une très très longue expérience de la vie en minorité, de la vie en clandestinité, de la vie en persécution. Donc d'une certaine façon, l'Église devrait être tout à fait à l'aise pour affronter la situation actuelle dans laquelle il y a effectivement une propagande hostile et des législations hostiles, puisque au fond, ça a été, je dirais presque, à part l'épisode de chrétienté médiévale et européenne, ça a été presque la situation normale de l'Église pendant très longtemps. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, je pense, parce que la hiérarchie de l'Église a encore gardé la psychologie d'une époque où l'Église n'était pas persécutée, et c'est comme si les gens n'étaient pas capables de comprendre, comme si les défenses immunitaires étaient détruites, et que les gens n'étaient même pas capables de comprendre qu'on les attaque, que ça ne sert à rien d'être gentil avec tout le monde, parce que en fait, les gens qui sont méchants avec vous, ils ne vont pas devenir bons parce que vous êtes gentil avec eux. Et évidemment, il y a donc, je pense, un décalage très grand dans les... alors je ne dis pas chez tous les évêques, potentiellement les évêques, parce que l'avantage de la hiérarchie de l'Église, c'est qu'elle est très simple. Vous avez le pape, les évêques, et les prêtres et les fidèles, mais ça n'a rien à voir avec la hiérarchie d'une multinationale. C'est beaucoup plus simple, et en ce sens, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus facile à reconstituer, beaucoup plus facile, ça fonctionne plus facilement. Mais alors, justement, cette hiérarchie de l'Église, comment est-ce qu'elle est perçue aujourd'hui dans votre génération? Il y a plusieurs cas, c'est une question très complexe. Est-ce que vous parlez de la génération qui est plutôt catholique, qui chemine spirituellement ou... À la limite, les deux. Les deux. Oui, la génération comprend tout le monde. Donc, dans cette génération, il y a évidemment ce que vous représentez maintenant, c'est-à-dire la personne qui a eu la grâce de la conversion et qui a vu s'ouvrir un monde de rationalité, de choses naturelles, de beauté, d'harmonie, et puis la génération dans laquelle il y a des gens qui sont encore sous le matraquage du monde où rien n'a un sens, où les formes, il n'y a pas de forme, où on peut faire ce qu'on veut, mais au fond ça n'a aucun intérêt, et ça n'intéresse personne. Donc je pense que les deux, il faudrait balayer les deux aspects, les deux côtés. Je vais commencer par évoquer très très rapidement mon cheminement spirituel lorsque j'ai été baptisée. Au départ, lorsque j'ai eu soif et que j'ai demandé le sacrement du baptême, je me suis dirigée en toute ignorance
chez l'Église dite conciliaire et j'ai été surprise de ne recevoir absolument aucune formation, aucune catéchèse. Jamais on nous a parlé de catéchisme, de péché mortel, de confession. Jamais on ne nous a expliqué comment réformer notre vie, ce que cela signifiait de vivre en tant que catholique, quels engagements nous devrions prendre. Et j'ai été ainsi baptisée après 1 an et demi de discussion avec un prêtre au sein d'un groupe en état de péché mortel puisque ma situation n'était pas celle d'une catholique à cette époque. Ce manque de formation justement m'a questionnée puisque on est désarmé lorsqu'on souhaite devenir catholique et que l'on ne reçoit pas les outils nécessaires pour construire notre foi, pour l'alimenter et pour la faire grandir. Donc, suite à beaucoup de recherches, pour résumer très rapidement, j'en suis venue à la conclusion que comme il y a eu une révolution dans la société française en 1789, il y a eu également une révolution dans l'Église qui s'est, elle aussi, effectuée en parallèle à plusieurs étapes. Par exemple, on peut voir que l'Église catholique a été extrêmement affaiblie avec la Réforme, qui a été une véritable scission dans l'unité chrétienne de l'Europe et qui a déjà amorcé cette révolution au sein de l'Église. Il y a eu également une autre révolution, à mon sens, avec Vatican II, dont les enseignements sont en rupture avec la tradition catholique. Donc c'est très difficile pour une jeune personne aujourd'hui qui n'a pas reçu de formation religieuse dès l'enfance de démêler le vrai du faux concernant l'enseignement catholique, qui est fait aujourd'hui parce que beaucoup de personnes qui se disent de droite, qui veulent retrouver l'héritage français et la culture européenne, sont choquées par les propos que tient François Bergoglio. Parce qu'ils y voient une contradiction entre leurs valeurs, leur héritage profond, sur le fait par exemple d'accueillir les migrants, et la situation actuelle qui nécessiterait d'autres mesures, et accusent à tort, par méconnaissance, le catholicisme, le christianisme d'être responsable de la décadence de la France et de l'Europe. C'est une grave impasse dans laquelle beaucoup se dirigent justement parce que nous ne recevons pas, à moins de faire beaucoup de recherches, les outils nécessaires pour distinguer le catholicisme intégral. Un autre point, c'est bien entendu ceux qui restent encore hermétiques à la foi, chose qui est compréhensible puisque tout est fait par l'école de la République et la société moderne et progressiste aujourd'hui pour, au contraire, adopter plutôt une dimension anticléricale et considérer le catholicisme comme un symbole de l'obscurantisme avec l'Ancien Régime et le régime féodal. Donc, quant à cela, voilà, beaucoup sont dans l'athéisme, et l'athéisme, à mon sens, c'est cet anthropocentrisme, c'est la religion des droits de l'homme, comme dit le professeur Jean-Louis Harwell, à savoir l'homme se prend pour son propre Dieu et il exclut complètement Dieu de la vie et du monde. Disons qu'on a fait sur le tour d'horizon. Bon, je retiens évidemment que l'Occident est perçu et présenté principalement de façon négative. Mais ces jeunes qui utilisent constamment le smartphone, Internet, etc., ont quand même conscience qu'il y a des objets techniques très utiles, que ces objets ont été inventés en Occident, ou est-ce que même cette idée qu'il y a une science occidentale qui a permis une technologie aujourd'hui mondialisée, et que donc finalement il y a peut-être de bonnes choses en Occident, est-ce que ça, ils en ont conscience, ou est-ce que même ça, c'est complètement oublié? Oui, je pense que l'Occident est considéré par la nouvelle génération, enfin toujours par les jeunes, comme le berceau du progrès ou de l'avancée technique. À ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y ait de doute. Il ne faut pas prendre au sérieux certaines résurgences, certaines thèses justement qui viennent parfois un petit peu polluer, je trouve, les milieux de la droite authentique sur le fait que la Terre serait plate ou que la technique serait un synonyme du progressisme, confond l'idéologie et l'outil en lui-même qui est neutre en soi. Donc d'abord, bonjour et bravo et encore merci pour votre présence. Alors en fait, pour ma part, je dirais que c'est assez curieux parce que justement votre témoignage a aussi bien par rapport aussi à la conférence de Dany Laurent renvoie à ma propre histoire personnelle parce qu'en fait je reviens de loin. Votre différence c'est que j'ai été baptisé très jeune
et je viens d'une famille qui va tout le temps à la messe, mais qui fréquentait justement, parce que pour des raisons pratiques, parce qu'en fait je viens d'une famille très pauvre, on fréquentait juste la paroisse de notre ville, qui malgré tout était une paroisse très progressiste, voilà, à l'époque. Et de ce fait, j'ai été formé, entre guillemets, justement dans les conditions post-conciliaires, ou justement avec tout le progressisme qui va avec, en fait. Enfin, j'ai reçu un simulacre de formation chrétienne qui ne m'a pas permis d'en saisir toute la quintessence, et en même temps, j'avais fréquenté que les écoles publiques. Et donc, forcément, sur le coup, je ne m'en étais pas aperçu. Donc, comme j'ai grandi dans un environnement, qu'on pourrait dire politiquement de gauche, alors j'étais imprégné des valeurs de gauche. Que peut-on faire, nous, en ayant été formés, justement, sur le terrain? Merci pour votre témoignage dans lequel je me reconnais aussi par rapport à ce choix décisif de sombrer ou de renaître. Cette conscience, c'est une volonté ferme, donc c'est une conviction. Et je pense qu'on ne défend jamais avec autant de force une conviction que l'on a trouvée par soi-même au prix de beaucoup de souffrance et de recherche, qu'une conviction que l'on a reçue et que l'on doit simplement perpétuer en tant qu'héritage sans forcément toujours en comprendre la profondeur, en mesurer le sens. Donc cela nous donne un devoir qui, je pense, est de plus en plus important puisque nous avons ce double aspect. Nous avons compris à la fois ce qui se passe avec l'idéologie anticléricale, avec ce qu'on va résumer par la gauche, et à la fois la difficulté de ce cheminement vers une pensée droite, catholique. Donc je pense que c'est un atout que nous devons utiliser sur le terrain lorsque nous discutons par exemple avec des personnes, que ce soit de notre entourage ou notre connaissance, qui sont restées sous la domination en quelque sorte de cette idéologie. Et que vous parlez d'isolement, et c'est très juste, je l'ai ressenti aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée et que j'ai fait des vidéos, c'est parce que justement, je me sentais beaucoup trop isolée. Et je crois qu'il est bon d'utiliser Internet et les réseaux sociaux pour se rencontrer en réalité. Ça doit être une passerelle. Pas stagner des années sur les réseaux sociaux, mais essayer de se regrouper pour se soutenir entre nous et affermir notre foi. C'est notre premier devoir de sauver notre âme. Voilà. Oui, effectivement, rien ne peut remplacer les contacts de personne à personne. Je vous félicite. Mais vous êtes une personne évidemment instruite et très intelligente. Et que fait-on pour les pauvres malheureux qui, eux, ne sont pas intelligents, quoi? Est-ce que votre conversion a aussi modifié la position de vos parents? Merci pour vos questions. Je pense, en réfléchissant à mon fonctionnement, à plusieurs choses, je vais essayer d'organiser mes idées. D'une part, ça peut être un atout comme une cause d'échec, d'avoir beaucoup de curiosité et une soif insatiable de connaissances. C'est ce qui m'a poussée à étudier, à lire, etc. Dès la plus tendre enfance, parce que l'on peut se diriger vers les mauvaises voies en tentant de répondre à des multitudes de questions qui surgissent dans notre esprit et où l'on ne trouve pas de réponse en général dans les écoles de la République. Et donc ce n'est pas forcément ce n'est pas la connaissance en tant que telle qui nous aide, à mon sens, ou le potentiel que l'on peut avoir, le potentiel intellectuel pour acquérir ces connaissances et faire ces recherches, qui à mon sens nous mène forcément vers la droiture, puisque les esprits les plus simples, comme on dit, sont justement parfois les plus équilibrés parce qu'ils font preuve de bon sens, au lieu d'aller compliquer certaines choses. Et il suffit de voir d'ailleurs les pensées de certains idéologues de la gauche ou progressistes, comment ils peuvent discuter sur des concepts, comment ils peuvent pervertir le sens de certains mots au nom de certaines philosophies complètement abstraites. Ils sont complètement détachés de ce qu'il y a de plus simple, à savoir de ce qu'il y a de plus charnel, du bon sens, voilà, du quotidien aussi. Je pense aussi que Dieu nous a créés tel qu'il l'a voulu, et ce pour le mieux. Il nous a créés comme nous devions être, et comme il sait être le meilleur pour nous, et en fonction de ses plans, pour le résumer. Donc forcément, il nous a donné des vertus à cultiver, il nous a donné des dons à cultiver et à trouver. Et chacun a ses dons propres, et c'est à partir de ses dons personnels
sans mesure d'intelligence ou quoi, que nous devons voilà, marcher dans la droiture à notre petite échelle, à chacun, à notre niveau, en fonction de notre potentiel. Quant à mes parents, ma position n'a rien changé puisqu'ils ont connaissance des vidéos que je réalise sur Internet. Cependant, j'ai pu voir que mon père, qui ne partage absolument pas mes convictions catholiques ni politiques, semblait beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant. Voilà, il fait preuve d'une très grande ouverture d'esprit, qui a toujours été le cas. Par contre, cela m'a mis en rupture avec une autre partie de la famille. Voilà. Je vous félicite de votre courage, c'était très intéressant. Vous avez vu déjà sur Internet, bien sûr. Est-ce que, alors je voudrais deux questions, est-ce que vous en voulez aux gens de l'Église conciliaire qui vous ont laissé finalement un petit peu sur votre faim et qui ne vous ont pas formé? Et deuxièmement, est-ce que dans les milieux des jeunes, vous avez eu des contacts avec les gens comme par exemple la Légion de Marie ou les gens de la milice Mariae du père de Montfort qui font du porte-à-porte et qui font beaucoup en abordant vraiment, en allant chez les gens ou les abordant et voyant un petit peu, prenant les gens là où ils sont pour les amener à la foi. Merci à vous. Tout d'abord, pour répondre à votre première question, oui, je leur en veux. Enfin, c'est quelque chose de très intérieur et en même temps, il n'y a pas de ressentiment destructeur. Je pense de toute façon que certains hommes d'église, à petite échelle, n'ont même pas conscience de ce qu'ils appliquent, malheureusement. Donc cela suscite aussi beaucoup de pitié. Je pense qu'il faut prier plus que jamais pour l'Église. Pour vous répondre à votre deuxième question, non, je n'ai jamais eu ces contacts. Donc voilà, vous m'apprenez quelque chose. Merci. Votre récit m'a fait penser au livre du Père Jérôme. Le Père Jérôme, c'est un moine qui a vécu à Sept-Fonds. Il a eu un itinéraire exactement différent du vôtre évidemment, mais aussi il a perdu ses parents très jeunes, une vie chaotique, et il a écrit un livre, un petit livre qui s'appelle Les bonnes influences. Alors il raconte dans ce petit livre toutes les bonnes influences, les gens qu'il a rencontrés, voilà, les jeunes qu'il a rencontrés, qui l'ont influencé, les ecclésiastiques qu'il a rencontrés, les visites qu'il a faites et qui l'ont amené petit à petit vers la foi et puis vers la vie moniale. Eh bien, je crois que votre parcours, bien sûr, il est particulier parce que vous êtes jeune à notre époque, mais je crois qu'on l'a tous eu d'une autre façon, mais on l'a tous eu, ce parcours un petit peu difficile, chaotique, mais on a tous eu ces bonnes influences, ces gens qui nous ont... Quand j'ai rencontré le CEP avec Dominique Tassot, ben pour moi, ça a été une bonne influence qui a été, quelque part, dans ma vie, qui m'a éclairé énormément. Donc on a tous eu ces bonnes influences. Une fois, j'ai fait une retraite, je suis sortie de cette retraite furieuse, mais j'avais rien compris au film, mais je suis revenue, j'ai fait la route avec une fille, elle m'a dit, oh, faut lire les grandes oraisons de Ray Saint-Martin, les grandes amitiés de Ray Saint-Martin, et le livre de Psychari. Arrivé chez moi, j'ai acheté immédiatement ces deux livres, mais qui ont été une révélation pour moi, etc. Ben, je crois qu'on a tous eu ces bonnes influences, hein, différemment, mais rassurez-vous, c'était difficile pour tous, pour nous tous, et c'est encore difficile de rester fidèle à Dieu finalement. Hein, c'est ça, après, c'est pas facile tous les jours. Oui, bien entendu, merci pour votre témoignage. C'est à la fois rassurant puisque quand on n'a pas eu ce parcours depuis l'enfance, on a l'impression qu'on nous a mutilés de quelque chose en fait, d'où une forme de colère. Et d'un autre côté, je suis persuadée que comme il n'existe pas de hasard, quand Dieu met des personnes sur notre route, c'est toujours pour une raison qui est bonne et juste.
même s'il s'agit d'une épreuve, cette personne est utilisée par Dieu peut-être pour nous mettre à l'épreuve ou au contraire nous faire progresser. Quand on parle de hasard, c'est que Dieu ne veut pas signer son passage. Un petit mot, bonjour Virginie. Bien, après 50 ans de lecture, où j'ai lu énormément de choses et étudié beaucoup de points, l'homme de référence à notre époque, c'est le catéchiste, le grand catéchiste du 19e siècle, qui a reçu 6 brèves de 5 papes différents, c'est-à-dire uniques dans l'histoire de l'Église, c'est Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume avait une 50aine de livres qui vous permettent de comprendre non seulement la religion, mais comment la religion se vit. Voilà. Merci. Remercions nos 2 intervenants de cette très bonne formule, très intéressante, oui, à reprendre une autre fois. Comment va-t-on sur vos vidéos? Oui. Alors, on nous a demandé votre site. Alors si jamais vous voulez visionner quelques vidéos, il faut aller sur le site internet YouTube et dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher soit Virginie Vota ou Virginia Vota. Voilà, j'ai mis un A pour le nom de la chaîne, tout simplement en latin. Et vous tomberez directement sur le premier lien, vous pourrez cliquer sur la chaîne avec toutes les vidéos. Je me demande s'il ne faudrait pas revenir à une formule de Simone Weil. On parle trop peu de Simone Weil, quel prophète, quelle immense intelligence. Elle a parlé quelque part de l'imagination combleuse de vide. Est-ce que beaucoup de phénomènes actuels ne s'expliquent pas par l'idéologie combleuse de vide? C'est-à-dire qu'on est vide, on cherche un absolu, et bien alors il y a des procès, idéologiquement, on vous fourre rapidement quelque chose. Est-ce que ce n'est pas un peu le défaut de toute la jeunesse islamiste qui est à la quête de quelque chose, de sens à la vie, d'un absolu, et alors hop, on propose des choses simplistes et on s'y précipite. Je pense d'autre part que la situation critique de l'Église actuelle, des chrétiens, nous fait nous souvenir que Sanguis Martyrum Serem Christianorum. Est-ce que la manière, une forme différente, moderne du martyr ne serait pas d'être en but à la risée, aux remarques désagréables et à toute la propagande qui nous environne? Une manière d'être des confesseurs, de voir pour nous tous. Voilà.